cardiogénique. Bon, c'est le cours de notre très cher professeur Dahmani. Si vous êtes en train de nous écouter, je vous salue. Si vous ne pas le sujet, vous êtes discipliné. Aïe, vous êtes impossible. Choc cardiogénique. C'est quoi un état de choc? Définition. L'état de choc cardiogénique est l'expression d'une défaillance aiguë et sévère de la pompe cardiaque, ventricule droit et ou gauche, entraînant une altération profonde de la perfusion périphérique et une anoxie tissulaire progressive. Les états de choc, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un état de choc? C'est une souffrance tissulaire généralisée, qui est très bien, c'est une définition métabolique. Le plus important, c'est que les cellules sont en hypoxie, les cellules sont en acidose, les cellules n'ont plus de nutriments et les cellules souffrent. Donc, un état de choc, et c'est surtout la définition, on doit comprendre une caractéristique très importante, c'est le caractère aigu. C'est le caractère aigu de l'état de choc. Il y a plusieurs types d'états de choc. Il y a le choc cardiogénique, le choc hypovolémique, le choc anaphylactique, c'est tout. Le choc septique, par exemple. Le choc septique. Ces différentes manifestations, elles ont différentes causes, mais la finalité est la même. C'est que j'ai une souffrance cellulaire. Au cours du choc cardiogénique, c'est le cœur qui n'arrive plus à pomper. Au cours du choc hypovolémique, qu'il soit vrai ou relatif, j'ai un volume qui est inadéquat avec le calibre des vaisseaux. C'est-à-dire que ces vaisseaux, ils ne peuvent plus mobiliser le sang. Ils ne peuvent plus faire arriver le sang vers les tissus, soit par hypovolémie vraie, déshydratation, troisième compartiment, migration de l'eau des vaisseaux, c'est-à-dire que les vaisseaux ne sont pas remplis, soit par hypovolémie relative. Cette hypovolémie relative est très bien, elle est exprimée par l'incapacité des vaisseaux de contenir le volume avec un volume normal, mais une vasodilatation. Notre vaisseau devient un tuyau très large. Donc, il ne pourra plus mobiliser l'eau qu'il contient. Au cours d'un choc toxique, j'ai une augmentation, une bactériémie qui est très importante, qui va se transformer en septicémie. Et puis, bon, les définitions, le CIRS, par exemple, ça n'existe plus. Depuis 2016, on a enlevé. Mais je vais donner comme le sepsis ou le CIRS. Il faut le CIRS. Quitte la rabais, oubliez-le. Il n'est plus d'actualité. D'accord? Oui. Depuis 2016, la classification a été changé. Donc, le choc septique, il y aura une vasodilatation, une libération des médiateurs inflammatoires, une souffrance tissulaire à cause de la présence importante et insupportable de ces antigènes, de ces bactéries, de ces corps étrangers. On a vu le choc cardiogénique, le choc hypovolémique, le choc septique, le choc hémorragique, c'est un choc qui est hypovolémique. C'est tout. Le choc anaphylactique, c'est l'expression la plus grave, la plus aiguë, la plus rapide et la plus mortelle de l'anaphylaxie qu'on a vu tout à l'heure. Si j'ai une exposition très importante, très rapide à un même antigène, je vais développer une réponse qui est inadéquate. Je vais sécréter une très grande quantité de PRF, une très grande quantité d'histamine, j'aurai une vasodilatation, je peux avoir des CIVD et j'aurai une souffrance tissulaire qui va conduire à une acidose, qui va conduire à une hypoxie, qui va conduire à une souffrance tissulaire. C'est ça la finalité, c'est ça le but de comprendre ce qu'est un état de choc. Il faut connaître les états de choc, il faut connaître les types des états de choc, il faut connaître la physiopathologie des états de choc pour pouvoir traiter les états de choc qui sont traités en réanimation, en service de soins intensifs. Donc l'état de choc cardiogénique. Le problème il est au niveau de la pompe cardiaque. C'est la pompe cardiaque qui est défaillante. Très bien. Les conséquences, c'est quoi? C'est un effondrement du débit cardiaque en l'absence d'hypovolémie, c'est-à-dire que le volume il est normal. Le volume il est normal, mais le cœur ne peut pas mobiliser ce sang. Il faut savoir que le sang il est mobilisé grâce à deux facteurs. C'est la pompe cardiaque et les vaisseaux. Les vaisseaux doivent contenir le sang, ils doivent pouvoir le mobiliser, ils doivent aider la pompe cardiaque à faire arriver le sang au tissu. La pompe cardiaque seule ne peut pas faire arriver le sang au tissu. Tableau le plus grave de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, vous avez dit qu'il y avait une nuance entre l'insuffisance cardiaque et l'état de choc cardiogénique. Une insuffisance cardiaque, elle est définie fonctionnellement. C'est une définition fonctionnelle. L'insuffisance cardiaque chronique, on va parler de la chronique parce que l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est une décompensation d'une autre pathologie. Et le choc cardiogénique va induire une insuffisance cardiaque aiguë.
On va parler de l'insuffisance cardiaque chronique. L'insuffisance cardiaque chronique, c'est la baisse de la fraction d'éjection. C'est le cœur qui... Non, droite ou la globale? droite ou gauche? Si c'est droit, on parle d'insuffisance cardiaque droite. Si c'est gauche, on parle d'insuffisance cardiaque gauche. Si c'est global, on parle d'insuffisance cardiaque globale. Une insuffisance cardiaque est une diminution de la fraction d'éjection. Elle peut se décompenser par un choc cardiogénique, elle peut se décompenser par une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, une insuffisance cardiaque aiguë, c'est l'incapacité du cœur à faire arriver le sang au tissu qui survient rapidement, qui survient soudainement, qui survient très rapidement, au cours de différentes causes qui sont les causes du choc cardiogénique. On est d'accord? Donc, tout choc cardiogénique induit une insuffisance cardiaque aiguë. Tout choc cardiogénique induit une insuffisance cardiaque aiguë. Toute insuffisance cardiaque aiguë n'est pas seulement due à un choc cardiogénique. Il y a d'autres causes qui me donnent une insuffisance cardiaque aiguë. Très bien, très bien. Donc, l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est une des manifestations du choc cardiogénique. D'accord? L'insuffisance cardiaque aiguë est une décompensation d'une insuffisance. Bon, je peux avoir une insuffisance cardiaque aiguë sans rien. Pour une certaine cause, j'ai une insuffisance cardiaque aiguë. Mais c'est souvent une décompensation autour d'une insuffisance cardiaque chronique. Physiopathe de l'insuffisance cardiaque, du choc cardiogénique. Les facteurs déterminants de la performance cardiaque. Le cœur doit être performant. C'est quoi la performance cardiaque? C'est la capacité du cœur à faire arriver le sang au tissu. C'est ça la fonction de la pompe cardiaque. Voilà. Débit cardiaque, il est égal à quoi? Il est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence. On est d'accord? Donc, le débit c'est quoi? C'est la quantité de sang qui arrive au tissu. Elle est définie par quoi? Elle est définie par le VES. C'est quoi le volume d'éjection systolique? C'est la quantité de sang qui sort, ou là c'est le volume de sang qui sort du ventricule par battement. Fois la fréquence, يخرج par battement. Plus, شحال من خطرة راهو يخبط le cœur. شحال من خطرة راهو يخرج. شحال من خطرة يخبط في la minute, je multiplie le volume d'éjection fois le nombre d'éjections et j'aurai le volume global ou là le débit cardiaque exprimé en minutes par minute. D'accord? Le VES il est égal à quoi? Il est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Le volume télédiastolique est le volume contenu dans le ventricule en fin de diastole, c'est-à-dire lorsque le remplissage est maximum. La diastole elle est définie par plusieurs étapes. La phase de relaxation isovolumétrique, la phase de remplissage rapide, la phase de remplissage lent. D'accord? Et la phase ou la systole, dans la systole par la phase de contraction isovolumétrique jusqu'à ce que la pression intraventriculaire dépasse la pression intra-aorticulaire, intrapulmonaire. La différence de pression va induire le fait que le sang puisse sortir. C'est pas important tout ça, vous avez fait cela en physiologie. D'accord? Le volume télésystolique, bon, VTS, volume télésystolique, QC, c'est le débit cardiaque, on connaît tout ça. La précharge, elle est égale au volume, et c'est très important de connaître cela. Il ne faut pas dire que la précharge, c'est la pression. Non, c'est faux. C'est faux de dire que c'est la pression télédiastolique. C'est faux de dire que la précharge est exprimée par une pression télédiastolique. Parce que la pression télédiastolique, elle est faible. Le ventricule qui est en diastole. Ventricule gauche, ventricule droit. Ils sont en diastole. La pression tapote. Et c'est cette pression qui est faible et qui peut être négative au niveau du ventricule droit. Qui peut être négative dans le ventricule droit, qui fait qu'il y ait une diminution de la pression intraventriculaire et une différence de pression entre les oreillettes et les ventricules en faveur du transport du sang des oreillettes vers les ventricules et du remplissage ventriculaire. Donc je dois avoir une pression ventriculaire faible en télédiastole, très faible. Par contre, le volume il est important. Donc c'est ce volume contenu dans le ventricule en télédiastole qui est la précharge. Et c'est ça qu'on appelle la loi de Frank-Starling. La loi de Frank-Starling, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'étirement du muscle cardiaque favorise ou potentialise la capacité de contraction. Elle a un effet inotrope positif, c'est-à-dire qu'elle augmente la contractilité. Qui met un élastique, il tend à faire l'action inverse. C'est-à-dire que les fibres musculaires cardiaques, myocardiques, comme les autres fibres musculaires, elles ont des composantes élastiques et elles ont des composantes fibreuses. Les composantes élastiques, elles vont tendre à
faire face à ce volume qui les tire. Même si la pression elle est négative, il y a une certaine tension exercée sur les fibres musculaires myocardiques, ce qui augmente leur contractilité. C'est pour cela que ce volume désigne la précharge au niveau du ventricule gauche ou droit. Est-ce que c'est clair pour la précharge? Donc c'est le volume, ce n'est pas la pression. Non. La compliance ventriculaire. La compliance... non. La compliance, c'est la capacité de changer un volume suite à un changement de pression. C'est la capacité de recevoir ce volume qui est la compliance. Que ce soit la compliance pulmonaire ou la compliance cardiaque. La compliance cardiaque, c'est la quantité, c'est la capacité à attirer et à contenir ce sang suite à une dilatation ventriculaire qui va faire baisser la pression. Et d'accord? Donc il y a une baisse de pression. La baisse de pression induit une modification de volume. C'est ça la compliance. La compliance, c'est la capacité de changer de pression, de changer de volume suite à un changement de pression. C'est ça la compliance. On est d'accord? Donc, la compliance, on reprend la définition. C'est la capacité de changer de volume suite à un changement de pression. Si je diminue la pression, je vais attirer du volume ou là je vais le renvoyer. Je vais attirer. Par contre, si j'augmente la pression, je vais renvoyer le volume ou là je vais l'attirer vers moi. Donc je vais le renvoyer. Donc au cours de la contraction myocardique, il y aura une augmentation de pression. Cette augmentation de pression, elle va renvoyer le volume. La capacité de renvoyer le volume suite à une augmentation de pression est la compliance myocardique. C'est-à-dire que plus le volume tend à changer suite à un changement de pression, plus la compliance est importante. Est-ce que c'est clair? Plus le volume ventriculaire tend à augmenter suite à une diminution de pression, c'est ça la compliance ventriculaire au cours de la diastole. Donc j'ai une compliance myocardique au cours de la diastole et j'ai une compliance au cours de la systole. Est-ce que c'est clair? Très bien, rapidement. La post-charge. On a encore le temps. La post-charge, sans remarque. La contractilité, la précharge qui dépend de la pression transmurale et de la distance. Bon, la pression transmurale, c'est la loi de Poiseuille. Le diamètre le myocarde, il est aussi impliqué. Et la distensibilité ventriculaire, plus il est distensible, plus le ventricule est distensible, plus il peut contenir de volume. Il dépend de la précharge, de la contractilité myocardique, c'est l'effet inotrope. Plus une cellule peut se contracter, plus elle peut éjecter du sang. Donc la contractilité myocardique, elle est importante dans la définition du volume éjecté. La post-charge. La post-charge, elle est désignée par quoi? Elle est désignée par la tension pariétale instantanée durant l'éjection ventriculaire et qui dépend du rayon de la cavité d'un côté et de la pression intraventriculaire au cours de la systole. Pas seulement. Je crois qu'il peut ajouter autre chose. La post-charge. Oui, très bien. La pression intra-aortique. La post-charge, c'est quoi? C'est quoi par définition la post-charge? C'est l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection. Une des forces, c'est quoi? C'est le rayon de la cavité. On a un des ballons voilà. Pour le faire contracter, il me faut appliquer plus de force que pour faire contracter quelque chose qui est petit. D'accord, on est d'accord. Donc, quitte qu'on a un petit volume, c'est plus facile de le contracter. Par contre, si j'ai un grand volume, il me faut beaucoup plus de force pour le contracter. Une des forces qui expriment la post-charge, c'est bien la pression intra-aortique. Pourquoi? C'est parce que la pression intra-aortique, c'est la pression qu'il faut vaincre pour pouvoir éjecter du sang du ventricule gauche ou du ventricule droit vers l'aorte ou vers l'artère pulmonaire. Et c'est au cours de la... Pourquoi je s'égalise? Les deux pressions s'égalisent en cours, oui. De la contraction. Enfin, de systole ou de contraction isovolumétrique. C'est-à-dire que le ventricule gauche ou le ventricule droit va commencer à se contracter. La pression augmente jusqu'à égalisation entre la pression entre le ventricule et l'aorte. Et là, c'est la contraction isovolumétrique. Au moment où la pression intraventriculaire devient supérieure à la pression aortique, il y aura éjection du sang du ventricule vers l'aorte. Compris? Très bien.
La contractilité myocardique et la post-charge sont représentées par le volume télésystolique. On a la pré-charge, la contractilité, la post-charge ou la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque aussi est impliquée dans la définition du débit. La contractilité myocardique et la post-charge sont représentées par le volume télésystolique. Qu'est-ce qu'il me représente le volume télésystolique? Si j'ai un volume télésystolique important, est-ce que la fonction cardiaque elle est bonne? Non. Très bien. Donc, si j'ai un VTS qui est important, cela veut dire que j'ai une post-charge importante, ou une contractilité faible. La diminution de la contractilité augmente le volume télésystolique. L'augmentation de la post-charge augmente le volume télésystolique. Les déterminants, on a un peu compris comment ça se passe dans les conditions naturelles et physiologiques. Donc, l'altération des déterminants du débit cardiaque. Les différents types de chocs cardiogéniques peuvent être logiquement classés en fonction de l'altération primaire de l'un ou de l'autre déterminant du débit cardiaque. C'est-à-dire qu'on va classer ces différents chocs cardiogéniques en fonction du type des caractéristiques qui a été lésé. Cette classification est nécessairement schématique parce qu'ils sont intriqués. Vu la complexité des mécanismes, on ne peut pas dire que c'est un choc cardiogénique parce que tu as la post-charge. Ça n'arrive pas. L'état physiologique, tout se mélange, tout est mélangé, il est joli, tout est gentil. Voilà. Cette classification est nécessairement schématique vu la complexité des mécanismes en cause qui ne permet pas toujours de rapporter à un facteur unique la responsabilité des désordres fonctionnels. Je ne peux pas incriminer un facteur. Je ne peux pas dire que vous êtes responsable de ce qui se passe en Algérie. Voilà. Elle a le mérite d'identifier le mécanisme initial, d'en déduire les principes thérapeutiques. Donc je dois connaître la cause principale ou la initiale pour essayer de la traiter. Très bien. On distingue les anomalies de la précharge, la contractilité et de la post-charge, et aussi de la fréquence, puisque c'est un déterminant. On va voir un par un. Le volume, anomalie de la précharge, la diminution de la précharge par diminution de la durée de la diastole. Diminution de la diastole. Que veut dire le mot diminution, l'expression diminution de la diastole? Diminution de la diastole veut dire diminution du remplissage. Très bien. Diminution du remplissage. Donc le cœur se remplit moins. Quand il se remplit moins, il éjecte moins. Quand il éjecte moins, j'aurai une augmentation du volume télésystolique et j'aurai surtout une diminution du VES, du volume d'éjection systolique. Diminution du volume d'éjection systolique, donc VES diminué, VES fois FC diminué, débit cardiaque diminué. Diminution du débit cardiaque, voilà, c'est la diminution du débit cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque. On est d'accord? Très bien. Entre parenthèses, tachycardie, tachyarythmie. Tachycardie, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque. Tachyarythmie, c'est une augmentation avec une arythmie, avec un trouble du rythme. Pourquoi la tachycardie induit une diminution du remplissage? Oui, pourquoi? Votre réponse. Oui, ça pourquoi? Non, il y a une expression. Vous venez de dire, monsieur. Est-ce que elle se fait au dépend de la diastole? Très bien. La tachycardie se fait au... La réponse c'est la tachycardie se fait au dépend de la diastole. La fonction systolique est conservée. Qui connaît une tachycardie? Le cœur taille comment il se contracte? Il se contracte comme ça. Vous êtes d'accord? La fonction systolique elle est conservée. C'est la fonction diastolique qui est diminuée. Donc il va raccourcir le temps de diastole. Et en raccourcissant le temps de diastole, il va raccourcir le temps de remplissage. En raccourcissant le temps de remplissage, il va diminuer le volume de remplissage et donc il va diminuer le débit cardiaque. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Par diminution de la distensibilité ventriculaire, il y l'élastique تاعي يولي شيفونا يولي ما يتجعدش. Bon, شيفونا. Non, ne craignez rien. Non. قبل les examens qui يبداو يخبط قلبنا, c'est pas si dangereux que ça. Mais on peut s'entraîner. Je mets ça là. هكذا.
Voilà. Par diminution de la distensibilité ventriculaire. Non, il n'y a pas de tachycardie, il n'y a pas de trouble du rythme, mais c'est la composition tissulaire et intrinsèque du ventricule qui l'interdit de se dilater. Quand un sportif, عنده les tendons يتجهدوا. يقدر يدير هكا وما يديرش. يا أخي, une personne qui ne fait jamais de sport, qui mène tout mal, qui fait du sport. Oui. D'accord, régulièrement. C'est très bien. Vous faites quoi? Boxe thaïlandaise. Voilà. Donc si vous avez besoin de quelqu'un. Et vous? Aussi. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous protéger. Oui. On les garde et tout, c'est efficace. Voilà. Non. Faut jamais faire ça. On fera pas les patients. Ni les parents, les patients. Même s'ils sont... On est en train d'enregistrer. Voilà. Ischémie aiguë, une ischémie aiguë, l'ischémie c'est la souffrance myocardique. Donc le myocarde souffre, le myocarde ne peut pas réaliser ses fonctions de distension, le myocarde ne se distend pas, le myocarde diminue le volume de remplissage. La cardiomyopathie hypertrophique aussi. Oui, et l'hypertrophie, elle est. L'hypertrophie chez le sportif ne diminue pas la performance cardiaque, elle l'augmente, elle lâche. Parce que, elle a un effet inotrope positif, elle augmente la musculature, et de deux, elle ne se fait pas en deux temps. Elle ne se fait pas au dépend du volume intrinsèque. C'est fait en dehors. Il diminue le volume du remplissage des dakhal. Par contre, la cardiomyopathie hypertrophique, au cours de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie. L'hypertrophie, elle se fait en deux temps. Donc j'ai du muscle hypertrophié, il est musclé, donc ça diminue le volume. Chez le sportif, non, j'ai ça, et j'ai une contraction, une augmentation. Ça se fait en dehors. Mais les sportifs de haut niveau. Arrêtez. C'est les sportifs. Allez, non. Non, l'ischémie, il y a une hypertrophie. Il y a une hypertrophie pour compenser. L'ischémie, qu'est-ce qui se passe? Il y a la nécrose, il y a l'infarctus du myocarde. J'ai du myocarde qui est perdu, qui est mort. Donc j'ai un espace qui est perdu, qui est remplacé par de la fibrose. Et deux, je vais avoir une hypertrophie sur les zones avoisinantes pour essayer de compenser ce problème. Le problème, c'est que cette hypertrophie, elle se fait en deux temps. Donc elle va diminuer le volume de remplissage. Voilà. Et de haut niveau, oui. Voilà. Cardiomyopathie restrictive, c'est des pathologies cardiaques qui vont changer la formation tissulaire et qui vont diminuer le volume de remplissage. Par augmentation de la pression extrapariétale, qui est la tamponnade. T'as la tamponnade? C'est quoi? قريتوها في السيميولوجي حقا. Définissez la tamponnade. Oui, ça peut être une complication aiguë de la péricardie. Oui. C'est une adiastolie aiguë. Elle peut se faire avec un volume. Donc j'ai une adiastolie au cours de la tamponnade. J'ai un épanchement péricardique. Il peut être soit de moyenne ou de grande abondance avec un certain temps pour s'installer, soit il peut être de petite abondance mais rapide. L'essentiel, c'est que j'ai une défaillance et une incapacité de remplir le ventricule comme il faut qui s'installe. C'est ça la diastolie. C'est ça la tamponnade. Pression positive en fin d'expiration. Pression positive en fin d'expiration par n'importe quelle cause. C'est-à-dire que j'ai une force extrinsèque au cœur qui va le comprimer. Normalement, en fin
comment ça s'appelle? En fin d'expiration, j'ai une diminution un abaissement du diaphragme qui va élargir le médiastin, qui va diminuer les pressions et qui va augmenter le retour veineux. D'accord? L'inspiration augmente le retour veineux. On est d'accord? Elle augmente le retour veineux vers le cœur. Un abaissement du diaphragme, une ouverture des poumons, un élargissement des capillaires pulmonaires. Donc j'ai une diminution de la pression. Je vais favoriser ou potentialiser la diminution de pression au niveau du ventricule, surtout le ventricule droit. Donc je vais augmenter le retour veineux. Par contre, s'il y a une pathologie, même au cours de la tamponnade, l'inspiration, elle ne va plus influencer sur le cœur, puisqu'il est comprimé par autre chose. Donc il va aussi diminuer son remplissage, et diminuer son volume d'éjection et diminuer son débit. Par pression positive. Par une pression post-expiratoire positive. C'est-à-dire la diminution de la précharge. L'augmentation de la précharge. L'augmentation de la précharge, c'est bon ou pas bon? On a presque terminé. Hein. Ceux qui veulent sortir, patientez encore. Vous pouvez t'agiter ta plage. Voilà. Merci beaucoup. L'augmentation de la pression, c'est bien. Voilà. Allez, courage. Faut résister. L'augmentation, au début c'est bien, c'est bon, on augmente la précharge, mais après, c'est pas bon. Si ça persiste, l'augmentation de la précharge va elle-même induire une insuffisance cardiaque. Je vous le par perte, par incompétence valvulaire, insuffisance aortique ou mitrale aiguë. L'insuffisance mitrale ou l'insuffisance aortique vont augmenter la précharge. Comment? شكون كي ماهوش هنا كان واحد de votre promo il avait posé cette question في le groupe j'avais répondu. Très bien, la régurgitation. Bon, c'est une insuffisance. On a une insuffisance aortique. Au cours de l'insuffisance aortique, qu'est-ce que j'ai? Au cours de la diastole, le sang n'est pas censé passer de l'aorte vers le ventricule gauche. Le sang n'est pas censé passer de l'aorte vers le ventricule gauche. Au cours d'une insuffisance aortique, il passe. Le ventricule gauche. عندي l'aorte وعندي l'oreillette gauche. D'accord? Très bien. Donc au cours de la diastole, elle est fermée. La valve aortique, elle est fermée. Donc le ventricule gauche n'est censé recevoir du sang qu'à partir de l'oreillette. Lorsque j'ai une insuffisance aortique, j'ai du sang qui vient de l'oreillette et de l'aorte. Donc je vais avoir un volume télédiastolique qui est plus important. Donc je vais avoir une augmentation de la précharge, j'aurai une hypertrophie cardiaque, une hypertrophie de volume, aussi de pression. Parce que là, une hypertrophie diastolique, une hypertrophie de volume, ou une hypertrophie passive. Alors, au début, elle va augmenter la précharge et elle va augmenter la... J'aurai un HVG diastolique. Voilà, l'hypertrophie ventriculaire gauche diastolique. Mais au bout d'un moment, le cœur va essayer de s'adapter. Il va se dilater et en se dilatant, il va augmenter son diamètre. Et en augmentant son diamètre, qui m'appelle contracter un gros ballon, c'est pas comme contracter un petit ballon. Le muscle qu'il contient, il ne se muscle pas comme chez le sportif. Non, il ne se muscle pas. Il a des volumes qui est de plus en plus importants, qui est en train de le dilater. Donc j'ai une même quantité musculaire qui va essayer de contracter et d'éjecter une quantité plus importante de sang. Donc, au fur et à mesure, ça va aller vers une insuffisance cardiaque. C'est l'insuffisance aortique. Donc l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, comment elle se manifeste? L'insuffisance mitrale, c'est au cours de la systole. Très bien. Donc l'insuffisance mitrale, comment elle va induire une augmentation de la précharge au début? Au cours de la systole, je vais avoir du sang qui sort du ventricule vers l'aorte, mais je vais aussi avoir du sang qui sort du ventricule vers l'atrium gauche. Donc la quantité de volume de remplissage lors du prochain cycle, le ventricule gauche va recevoir et le sang qu'il a éjecté et le sang qu'il est censé recevoir. Donc il va recevoir une quantité plus importante de sang. Au cours de la systole, il a éjecté du sang vers le crâne.
vers l'aorte. Mais il a aussi éjecté du sang qu'il n'est pas censé éjecter vers l'atrium gauche. Il a éjecté du sang vers l'atrium gauche. L'atrium gauche va se dilater. Il va recevoir du sang. Donc la quantité réceptrice, la capacité réceptrice de l'atrium gauche va augmenter. Donc l'atrium gauche va recevoir plus, va pouvoir contenir plus de sang. Donc il va pouvoir donner plus du sang au ventricule. Donc le ventricule va aussi, par les mêmes mécanismes, avoir une précharge plus importante, puis se dilater, puis une diminution de la contractilité, une diminution de la capacité cardiaque, une insuffisance cardiaque. Bon, pour avoir une insuffisance cardiaque gauche suite à une insuffisance mitrale, ça doit vraiment très pousser. لازم ندوز على l'augmentation, la dilatation atriale, il y a augmentation de la précharge, j'arrive à la dilatation ventriculaire gauche. Oui. Et pour le rétrécissement? Le rétrécissement, c'est autre chose. Le rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral, j'ai une diminution du remplissage. Là, c'est une. Si elle est aiguë, le rétrécissement mitral, s'il est calcifié en infusion intérieure, il y aura une diminution, là c'est une insuffisance cardiaque par diminution de la fraction d'éjection. C'est le volume de remplissage qui est diminué, puisqu'il n'a pas de sang en son sein, il ne peut pas éjecter de sang qu'il ne contient pas. Donc il y aura une insuffisance cardiaque par diminution du volume de remplissage du ventricule gauche. Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà. Donc la diminution par shunt droit-gauche, bon, shunt droit-gauche, c'est la même chose. Un shunt droit-gauche, c'est quoi? Ou la shunt gauche-droite? C'est une communication interventriculaire ou une communication interatriale. Bon, la plus dangereuse, c'est la communication interventriculaire. Bien les... Est-ce que c'est fréquent? Non. 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 C'est congénital. Oui, ça peut être congénital. Plus souvent. C'est pour d'un syndrome de quoi? La tétralogie de Fallot. Bravo. عندي une dextroposition de l'aorte. كاين أربع حوايج. Communication interventriculaire, dextroposition de l'aorte, hypertrophie ventriculaire droite et Coartation. Aujourd'hui, vous allez apprendre là. Voilà. Pathologie de Fallot. En Fallot, on a un cœur en sabot. Ah, et la communication un cœur en sabot, ça c'est un sabot. La communication interventriculaire, l'hypertrophie ventriculaire droite, la sténose pulmonaire, voilà. Et la dextroposition, oui, la sténose. C'est cette sténose qui protège la circulation pulmonaire. Donc voilà, c'est des schémas qui vous aident à mémoriser les choses. Monsieur Fallot qui est assis sur une aorte dextropositionnée. Endocardite infectieuse, marqueur cardiaque, les hypertrophies, voilà. Ah, l'hypertrophie dilatée, j'ai un ventricule qui est dilaté, la restrictive, il est coincé, l'hypertrophie, voilà. C'est bien d'utiliser tout ça. يقدر يكون في الوغيات دي فوسفاميتيون تاع الاخر البوطال Le trou de bondage, très bien. Ça, c'est ben, on traite. Même dit, on peut traiter par chirurgie. Même dit, ça existe pas, mais il juste déjà à l'âge adulte. Ah, la diminution. Donc, au cours d'un shunt, j'ai du volume qui va dans un sens où il n'est pas censé aller. Hein. Ah, il faut faire rapidement. Diminution de la contractilité par une perte de territoire contractile, comme au cours de l'infarctus ou de la contusion. Contusion, c'est quoi? C'est un accident, par exemple. Le qui va réaliser un choc contre le cœur, il va diminuer, il va créer de la nécrose. Bon. Il y aura une incapacité musculaire à cause de la contusion. Atteinte diffuse du myocarde, comme au cours d'une myocardite. Une myocardite, c'est une infection du myocarde.
une inflammation du myocarde. Une cardiomyopathie dilatée, blablabla, ou atteinte toxico-médicamenteuse, comme l'intoxication à la digoxine, comme les différents types de variations de kaliémie. Vous allez voir tout ça en détail. Troubles métaboliques, oui, les troubles métaboliques, puisqu'une acidose va conduire à une hyper ou hypokaliémie. Hyperkaliémie, très bien. Une alcalose à une hypoalèche. Parce qu'il y a des transporteurs, H+, K+. C'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Il faut connaître ça. يدخل H+, يخرج le K+. H+ en excès, acidose. Il va faire sortir les K+, et il va augmenter la kaliémie. L'augmentation de la kaliémie va entraîner un syndrome de QT lent. Elle peut entraîner un arrêt cardiaque. Mais bon, voilà. Augmentation de la post-charge par obstacle à l'éjection ventriculaire, comme une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une thrombose, par exemple, ou n'importe quel corps embolique. Ça peut être parasitaire, ça peut être thrombotique, ça peut être tumoral, ça peut être parasitaire. Il va migrer vers les vaisseaux, il va aller vers le ventricule droit, il va aller vers les capillaires pulmonaires et il va obstruer les capillaires pulmonaires. Donc j'aurai une résistance, une force qui s'exerce contre la contraction du ventricule droit. Le ventricule droit, en exerçant sa force, il aura un obstacle qui le gêne. Voilà. Anomalie extrême. Bon, il faut qu'il y ait une anomalie extrême de la fréquence. Je ne l'examen ou l'affichage. Anomalie extrême de la fréquence cardiaque par trouble de l'activité sinusale ou de la conduction auriculo-ventriculaire, comme les blocs, les BAV complets. BAV complet, c'est quoi? C'est une incapacité de l'influx nerveux de passer vers le faisceau de His. Donc, pas de passage vers le faisceau de His, pas de contraction ventriculaire, bye bye. Pas de volume d'éjection. Conséquences cliniques, maintenant. L'état de choc est défini cliniquement par une hypotension artérielle. C'est clair, merci. Puisque le volume les vaisseaux vont avoir une pression qui est diminuée, soit inférieure à 9,6, soit une diminution de 30 mm de mercure par rapport à la valeur normale en une demi-heure. Soit j'ai une pression prise sur la tension artérielle, comme il faut. J'espère que tu as une sur la pression artérielle, c'est très important et c'est pas tellement facile, d'accord? Beaucoup d'entre nous ne savent pas le faire. Je suis le camp, Inch'Allah. Soit on a la tension 9,6, soit tu as 3 en une demi-heure. Tu as 15, 11, ou 14, 7,5 en moins de demi-heure. C'est un choc cardiologique. Bon, c'est un état de choc. On va dire de l'école cardiologique. Il y a trouble de la perfusion périphérique. Bon, c'est les signes d'un état de choc. Vous pouvez les résumer dans l'abréviation en troisième année j'avais utilisé pour épafta. Donc PO comme un pot petit filant imperceptible. Ré, c'est refroidissement des extrémités. PAV, c'est pression artérielle diminuée. V, c'est pression veineuse centrale diminuée. Top, T c'est tout. T, c'est tachycardie. Top, O, c'est oligurie. Et P, c'est tout. L'essentiel, voilà, ce sont les signes thermochroniques. Ce sont les signes de choc. Vous devez avoir des mémotechniques à vous. Donc j'ai un refroidissement des extrémités, j'ai une cyanose. Je peux avoir une cyanose, je peux avoir un pot petit filant, une tension artérielle qui peut être même imprenable, etc. Une oligurie, parce que la diminution du débit cardiaque, diminution de la perfusion, diminution du volume sanguin rénal, diminution du volume de filtration glomérulaire et diminution du volume des urines. Signe d'insuffisance ventriculaire gauche, l'OAP, il est dû à quoi? Il est dû à... Attention, le problème il est au niveau de la pompe cardiaque. C'est la pompe cardiaque qui n'arrive pas à réaliser sa fonction. Supposons que ça va être une anomalie au niveau du ventricule gauche. D'accord, au niveau du ventricule gauche. Donc, un infarctus par exemple, le ventricule gauche n'arrive plus à se contracter. Donc, oui, c'est ça. Il n'y aura plus de passage du sang du ventricule gauche vers l'aorte. Donc, le ventricule gauche va rester rempli et il ne pourra plus recevoir de sang. Donc le sang, la pression va s'élever toujours en aval. Elle va s'élever en amont.
c'est la pression, la pression sur l'oreillette gauche ne pourra plus recevoir de sang, elle ne pourra plus recevoir du sang. قبل l'oreillette gauche واش كاين les veines pulmonaires. قبل les veines pulmonaires واش كاين les capillaires pulmonaires. Donc il y aura une augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires et il y aura migration du sang qui va, il y aura au début une migration du sang vers l'interstitium qui va créer une certaine pression sur les bronches et mimer une crise d'asthme. Comme en sémiologie, toute crise d'asthme chez une personne âgée n'ayant pas exprimé auparavant une crise d'asthme est un OAP jusqu'à preuve du contraire. Vous avez vu ça en sémiologie. Si cela augmente encore et encore, le sang va migrer de l'interstitium, le plasma va migrer de l'interstitium vers l'alvéole, il va inonder les alvéoles par un OAP. Comment réaliser la différence? Comment faire la différence? Vous êtes au PU, ici, est-ce que c'est une crise d'asthme ou un OAP? ECG, interprété. Oui, تلقاي des sibilants. Toute crise d'asthme est un OAP jusqu'à preuve du contraire. Le ECG, si vous savez interpréter un ECG, on dit que le ECG. Non. Le EFR, c'est le EFR, je sais pas, monsieur de l'expirométrie. Comment faire la différence? On allonge. Allez, Très bien. L'OAP, il a ses caractéristiques. Il apparaît la nuit. Si il apparaît la nuit parce que c'est en position de D qui est plus. Alors, c'est un OAP. C'est tout. Si c'est une personne qui me dit les crises d'asthme, vous suspectez un OAP si elle est âgée de plus de 50 ans. Si c'est une personne qui m'a mal fait les asthmes, mais elle vient de déménager. Quand tu là, vous suspectez plus une crise d'asthme. Donc vous vous orientez il a un pays médical. Vous faites un ECG très rapidement et vous l'envoyez en cardiologie. D'accord. Sachant qu'une crise d'asthme est aussi quelque chose de très grave et de très aigu. Ici, on confirme le diagnostic par les sibilants, en présence de sibilants et l'élimination d'une urgence cardiologique. On doit commencer le traitement d'une crise d'asthme ou d'une exacerbation d'asthme. Qui a demandé? Très bien. Profil hémodynamique. On a terminé. L'état de choc cardiogénique se caractérise par une diminution du débit cardiaque, on sait, et un index cardiaque inférieur à 2,2. L'index cardiaque, c'est le débit cardiaque exprimé par rapport à la surface corporelle, associé le plus souvent à des pressions de remplissage élevées. Parce que le remplissage cardiaque, il n'est pas défaillant. Le problème, il n'est pas au niveau du volume. Quand j'ai un choc hypovolimique, j'aurai un volume de remplissage qui est diminué. Ici, non. Ici, le cœur, il peut se remplir très normalement. Il ne peut pas éjecter. Et puisqu'il ne peut pas faire sortir ce qu'il a fait entrer, j'aurai des volumes et des pressions de remplissage augmentées. Voilà, cool. Voilà. Et des résistances vasculaires systémiques augmentées. Résistance vasculaire, on parle de quoi là? On parle des artères? Non, on parle des artères ou des veines? On parle des artères parce que c'est les artères qui ont la capacité de réaliser une résistance. Pourquoi elle est augmentée? Parce que c'est un réflexe, très bien, parce que ces artères n'ont pas le volume nécessaire pour faire arriver le sang au tissu. Donc elles vont se contracter. Pourquoi elles vont se contracter? Pour pouvoir donner un espace à ce sang. C'est le même principe qu'on retrouve dans les bâtiments. Les bâtiments, le compteur tellement. Le diamètre. Le diamètre des tuyaux, le diamètre du 4e étage ou le 5e étage, il est beaucoup plus inférieur au diamètre du premier étage. C'est des tuyaux qu'on utilise, c'est des PVC de bout à bout. Le bout à bout, on le fixe avec un autre tuyau, par un fixateur, bout à bout. Très bien, bout à bout. Et le deuxième tuyau, je vais utiliser un diamètre qui est inférieur. Pourquoi? Pour augmenter la pression. باش الماء يلحق الكاتريام étage. Vous connaissez la chanson ديال الماء والطعمار. Voilà, parmi les couplets ديال الماء والطعمار اللي يسكن تحت عنده الزهر واللي يسكن الفوق زهر في اللحمه ديال الماء. كنتو مازال ما زدتوش نتوما.
Voilà. Non, c'est pas la peine de la chanter. Soit vous la connaissez, d'accord, vous la connaissez pas, d'accord. Les étiologies. On a terminé. Cadrer la conclusion. Les étiologies, très rapidement. Les pathologies cardiaques les plus fréquemment en cause sont les cardiopathies coronariennes. Les cardiopathies coronariennes, insuffisance coronarienne, un syndrome coronarien aigu. L'essentiel, c'est qu'il y ait une ischémie. L'ischémie, elle va induire une souffrance myocardique. La souffrance myocardique va faire en sorte qu'il y ait une diminution de la fonction myocardique et donc une diminution de la fonction. Non, Emilia. Donc, une ischémie ou une pathologie coronarienne. J'ai deux types de pathologies coronariennes, principalement. J'ai l'insuffisance coronarienne et j'ai les syndromes coronariens aigus. Au cours des deux, il y a une souffrance coronarienne. Une souffrance myocardique. Pourquoi? Parce que c'est les coronaires qui ramènent le sang au myocarde. Très bien. Et donc, il n'y a pas assez de sang qui arrive au myocarde et il y aura une souffrance myocardique. Souffrance myocardique, diminution de la fonction myocardique, diminution du volume d'éjection, choc cardiogénique. Très bien. Ça, c'est un cycle vicieux. Qui peut me dire pourquoi c'est un cycle? C'est un cercle, pas un cycle. C'est un cercle vicieux, la souffrance coronarienne. Parce que la cause, c'est la souffrance myocardique. Et la souffrance myocardique va diminuer le volume d'éjection. Et en diminuant le volume d'éjection, je vais aggraver l'insuffisance coronarienne. Parce que l'insuffisance coronarienne, c'est quoi? C'est le sang qui n'arrive pas au cœur. Et si le volume d'éjection du cœur est diminué, j'aurai encore moins de sang qui vient au cœur. Donc j'aurai un cercle de plus en plus vicieux qui va vers la nécrose et la mort, s'il n'est pas sauvé. Donc, plus les artères coronariennes, ils sont les derniers servis. Très bien, oui. يخرجوا من l'aorte, donc لازم يخرج من l'aorte. Bon, c'est pas les derniers, c'est les premiers servis. Non, parce que تكون la pression الاول. Non, مش هذيك il faut savoir que هذيك c'est la nutrition myocardique, elle doit se faire au cours de la diastole. Par rapport aux constituants du sang, pourquoi? Parce qu'au cours de la systole, j'ai du myocarde qui est contracté, puisqu'il est contracté, il va contracter les coronaires. Pour que les coronaires puissent contenir du sang, elles doivent être dilatées. Pour qu'elles soient dilatées, le cœur doit être en diastole. La nutrition myocardique se fait en diastole. Donc, quand on dit une tachycardie, elle a un double effet. Elle diminue le volume de remplissage d'un côté et elle diminue les chances du myocarde d'être nourri, puisque le myocarde se nourrit en diastole. Et elle diminue le temps de diastole, donc elle diminue le temps de nutrition du myocarde. C'est clair? Très bien. Embolie pulmonaire, on a expliqué. Tamponade, on a expliqué. Cardiopathie dilatée, on a expliqué. Dissection aortique. Dissection aortique, c'est quoi? La dissection aortique, c'est... J'ai un exemple en tête. J'ai plus d'exemples en tête. La dissection aortique, c'est quoi? Il faut savoir que les vaisseaux, l'aorte, parmi les plus puissants, il y a plusieurs couches. L'intima, la média, la certis. Imaginons que la média de Gadda. Voilà, j'ai trouvé l'exemple. Les sbro d'arhom blalak, la spira. Quels sont les types d'asbira? Bref, من les types d'asbira كاين لا لاك. Les sbro blalak عندنا les bienfaits ou les méfaits تاعها. Les sbro blalak ولا عندهم l'humidité. تلقاو باللي تتفورما بنبونه شغل هكا. Il y aura une dilatation, un anévrisme. C'est ça l'anévrisme. Un anévrisme au niveau du plafond. L'anévrisme de coucher ça là. يمشي. يبدا في un petit côté ما تقشر وتمشي في الديره نتاعك donc ça n'existe pas trop. C'est la même chose au cours de l'anévrisme aortique. Au cours de l'anévrisme aortique, j'ai une brèche. هاي l'aorte تاعي, j'ai une brèche وما غادي يدخل الدم فيها, كي يدخل يبقى لا فيسيوري. يبقى لا فيسيوري يبدا يمشي بين الانتيما ولا média. Donc d'un côté, il diminue le volume que peut contenir l'aorte et d'un autre côté, dans l'anévrisme, non, je ne parle pas d'anévrisme, je parle de dissection. Dissection. La dissection, c'est ça, c'est la séparation. Vous connaissez en chirurgie ce que veut dire le mot disséquer. La pince à disséquer. D'accord? La pince à disséquer en chirurgie. Où est-ce que vous avez? Où est-ce que vous disséquer? Là, avec incisé. Non, mais la dissection. Non. La dissection, c'est le fait de libérer un composant anatomique de ses parois et des viscères qui l'accompagnent et qui sont avoisinants. Quand je dissèque, quand je demande à disséquer un nerf, par exemple, maintenant je le libère des parois et des couches qui le recouvrent.
Quand je dissèque un vaisseau, quand je dissèque un tendon, quand je dissèque quelque chose, c'est-à-dire que je la libère. Et c'est la même chose ici. Je vais décoller l'intima des couches qui sont plus profondes et il y aura du sang qui va rentrer. Le danger, il est double. Urgence chirurgicale, ça s'appelle C'est une urgence chirurgicale. C'est une urgence chirurgicale. Oui, d'accord. La plus grande difficulté, c'est la rupture. S'il y a rupture d'une dissection aortique, c'est une hémorragie très grave et c'est la mort. C'est-à-dire la dissection aortique. Une cause toxique, n'importe quel élément toxique qui peut induire une toxicité myocardique et donc diminuer la fonction myocardique. Les examens complémentaires, on va doser les lactates parce que c'est un signe d'anam. La dissection aortique, c'est la relation entre la dissection aortique et le choc cardiogénique. شنو قص في الديامتر تاع l'aorte. Non, il faut considérer ça en aigu. Il peut augmenter la post-charge, très bien. Agda, puisqu'il y a du volume qui n'est plus retenu par l'endothélium. Donc elle peut augmenter la post-charge. Sinon c'est ça, vous retenez ça. Sinon c'est ça, il y a en cas de rupture, c'est un choc hypovolimique. D'accord. Avant la rupture, c'est ça, c'est une augmentation de la résistance contre le ventricule. Dysfonction d'une prothèse. On a terminé. Dysfonction d'une prothèse, c'est une prothèse qui est dysfonctionnelle. Par exemple, une prothèse mécanique qui va au niveau de laquelle il y a un thrombus. Comme les prothèses mécaniques, les intertos des anticoagulants au long cours. Pourquoi? Parce qu'elle est mécanique, c'est un corps étranger, il y a les globules rouges, il y a les plaquettes et induire une coagulation. Donc en cas de coagulation à l'intérieur de la valvule, il y aura une obstruction de la valvule et donc cela va créer un obstacle contre l'éjection. Oui, il y a une dysfonction de prothèse, c'est comme une insuffisance. On appelle ça une prothèse fouillante. Fouettée. Lactate acidose métabolique, hyperkaliémie, augmentation des transaminases, c'est des enzymes intracellulaires qui sont la preuve d'une cytolyse d'une souffrance hépatique. Le cœur, augmentation des troponines, des CK1B et des marqueurs de souffrance myocardique. J'ai des troponines. Voilà. Surtout les troponines hypersensibles. Il y a une lyse myocardique. Conclusion. Le choc cardiogénique est une affection grave. Et la prévention consiste à lutter contre les facteurs de risque. Quand c'est arrivé, c'est un peu trop tard. On essaie de sauver, on essaie de diminuer les séquelles. Consiste à lutter contre les facteurs favorisant le développement des lésions des artères coronaires. Puisque les causes principales, c'était les anomalies coronaires, les préventions, le traitement préventif essentiel, c'est la prévention de la maladie coronaire. Tabagisme, une seule cigarette, je connais de qui fait quoi. Gabnat. Aïe. Avec une cigarette par jour, vous avez presque la même chance, à peu près 70% de chance, qu'une personne qui fume un paquet. Donc, en ce qui concerne la maladie coronaire. كي تتكيفي سيجاره وحده ولا كي تتكيفي باكي ماشي كيف بصح قريب كيف en ce qui concerne le risque coronaire. Normal. Par contre, le risque la gravité du tabagisme. Je ne sais pas qu'il faut, il n'y a pas de risque qui s'élève. Mais l'élévation du risque avec l'élévation du tabagisme, il vient surtout le cancer pulmonaire. Voilà, une cigarette qui met un paquet, ouais, cool, tranquille. À partir de 10 paquets années, tu as 10 paquets années. C'est mieux. Oui, c'est mieux qui fait ce là, à partir de 10 paquets années, on commence
à risquer très sérieusement une BPCO, une bronchopneumopathie obstructive chronique. Car à partir de 20 paquets années, on dit au cancer pulmonaire, bienvenue. Donc, cancer pulmonaire qui est très, très, très mortel. La mortalité, la survie à 5 ans est très faible. Très, très faible. En général, il décède après découverte de quelques mois. D'accord. Donc, pas de tabagisme, pas d'obésité. Tabagisme et obésité, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Le tabagisme, ça tue, ça craint, c'est cher, c'est toxique, c'est irresponsable et c'est ridicule. Je suis désolé de vous le dire, une personne qui fume ou une personne qui se contente de laisser une personne fumer devant elle, c'est très nul. Tout le respect que je vous dois. Parce que c'est irresponsable. Le fait de fumer, c'est un acte très, très, très grave et qui est malheureusement aujourd'hui, grâce à la puissance des sociétés de tabac, normalisé. Donc c'est la normalisation. Il a été normalisé dans la société algérienne, il est toujours normalisé. J'ai vu une fois devant un monsieur, un gentil monsieur comme ça, qui tenait d'une main son enfant et de l'autre main une cigarette, voilà, qui lui touchait les deux bouts. C'est très grave. Et vous, votre rôle, il faut dès maintenant commencer dans la lutte contre le tabagisme, en sensibilisant un enfant très haut qui me l'a dit, contre le tabac, et ce n'est pas toujours efficace. Le n'est pas toujours efficace contre les personnes qui fument. Il faut aussi lui rappeler les bienfaits de l'arrêt du tabac. On parlera de ça une fois. Ils fument flamphie, ben ils sont ridicules. Voilà, ils sont ridicules. Et un médecin qui fume, c'est nul. On personne. Je connais une personne. Un médecin qui fume est un médecin qui perd toute sa crédibilité. كيفاش نأمنك وانت تقول لي هاك انتوا كي تشربوا تولي مليح وانت تستدعي عن نفسك قبل ان تعينني. Voilà. Tabagisme, obésité, taux de cholestérol élevé, il faut lutter contre tout ça est un facteur qui favorise les maladies coronariennes. L'HTA aussi. Chez les patients cardiaques, un bilan précis et une surveillance régulière est souhaitable et nécessaire. Voilà, je vous remercie. Merci.